Le procès du 13 novembre 2015, on le suit avec assiduité tous les matins en compagnie de Michel Zerbi. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Et oui, ravi de vous retrouver ce matin. Vous êtes en minorité puisque nous sommes que des femmes en studio. Bonjour Alexandra, Laurence. Alors, bien, enfin. un bon point. Alors hier Michel, vous nous faisiez le compte-rendu de l'audience tant attendue de Salah Abdeslam avec les échanges très vifs et intéressants avec la Cour. Et ce matin, vous tentez une analyse sur ce qu'on apprend de l'accusé dans ce procès fleuve et donc cette audition. Oui, Ilana, que peut-on vraiment apprendre sur Salah Abdeslam au procès des attentats? Bien sûr qu'il est parmi les 14 accusés présents celui dont on attend le plus. L'homme était à Paris le soir des massacres avec un gilet explosif. Lui n'est pas mort, contrairement à ses compères tueurs de ce soir-là. Et contrairement à Mohamed Merah, Ahmed Koulibaly, les frères Kouachi qui n'auront jamais été jugés. Et pendant les 5 ans qu'a duré l'instruction, Abdeslam donc n'avait jamais fait de déclaration, gardant une sorte de mystère inquiétant. Alors, est-ce qu'on n'en attend pas justement un petit peu trop de l'individu? Oui, Lana, sans doute vous avez raison. Cet homme, ma foi, ordinaire, est devenu une sorte de fantasme. L'incarnation du mal, celui qui en saurait beaucoup sur l'État islamique et qui ne voudrait rien en dire. Or, Salah Abdeslam est un fou de Dieu, un extrémiste plutôt banal. Le prisonnier, comme ses comparses de boxe, revendique fièrement leur allégeance à Daesh pour rehausser une personnalité plutôt médiocre. On sait dorénavant qu'il n'était qu'un jouet pour les chefs de Raqqa et on a compris que ceux-là n'ont pas révélé leur plan à un individu qui d'ailleurs n'avait même pas fait le voyage initiatique en Syrie. L'enquête n'aurait même pas besoin de lui en réalité, elle qui a permis de retracer le déroulement des tueries, de leur planification à leur exécution. Pourtant, il est intéressant d'écouter Salah Abdeslam. On entend aux assises un homme que 5 années de détention plutôt sévères n'ont pas brisé. Un homme qui sait bien l'importance de ce procès où il encourt la perpétuité. Il veut se défendre avec l'argument le plus simple mais le plus important quand il déclare « Je n'ai tué personne ». Salah Abdeslam parle un français parfait. On observe qu'il n'est pas fou ni idiot. On pourrait dire que son discernement n'a pas été aboli, cette fois par les psychiatres, référence évidemment à l'affaire Sarah Halimi. Non, c'est un militant de l'État islamique convaincu que les attentats sont une réponse légitime aux frappes anti-Daesh de la coalition internationale dont la France faisait partie. Alors il pense que la charia, la loi de l'islam, est la seule loi indépassable et que, je cite, l'islam triomphera de gré ou de force. Mais Michel, il va encore plus loin que cela, comme vous nous le racontiez hier. Il nous rappelle la permanence aussi de la menace terroriste et terroriste lui-même, il le dit. Absolument. Et je veux mettre l'accent ce matin sur ce qui n'a pas été assez pointé, me semble-t-il, par la presse, car il prophétise qu'en Europe, il y a des gens, je cite, qui ont prêté allégeance à l'État islamique, discrets maintenant, et qui vont s'activer à un moment. Il met en garde aussi ses juges contre des sanctions trop lourdes, qui toucheraient dans les affaires de terrorisme ceux qui n'ont tué personne, comprenez pour lui, et car il explique de façon plutôt sibylline, cette sévérité pourrait dissuader de futurs tueurs à assassins de masse de faire marche arrière. Comme lui, qui n'a pas déclenché, dit-il, son gilet de kamikaze. Alors Salah Abdeslam a fait de son procès une tribune pour l'islam politique et militaire, avec le risque que l'individu ne redevienne un héros fantasmé pour d'autres jeunes qui se croient aussi méprisés. Le trio, on en a parlé, Ayari, Bakali, Abdeslam, impressionne et surprend dans ces audiences par sa capacité oratoire. Ayari, qui avait une intelligence sans doute au-dessus de la moyenne, ces hommes ont un seul mot à la bouche pour se justifier: l'humiliation. Daesh leur propose d'être enfin des vainqueurs dans la société et eux, pour le remercier, se sont dépouillés de toute leur humanité pour épouser la bestialité, vertu de violence sauvage qui croit à l'apanage des musulmans, des vrais musulmans selon eux. Alors on pourrait se poser la question: comment devient-on un fanatique? Ce n'est pas la dernière fois qu'on va se la poser. Le procès du 13 novembre nous donne à observer la transformation d'hommes qui pourtant délivrent un discours calme et froid, sans haine apparente, mais ils sont pourtant toujours fanatisés. On le répète, Salah Abdeslam est moins inquiétant pour ce qu'il a commis en 2015 que pour ce qu'il annonce de ces hommes si facilement endoctrinés et habitués à pouvoir répandre le sang. Et on va continuer à en parler justement à 8h30 avec Laurence Kahn pour tout savoir de ce procès, de ce qui s'est dit donc en détail aussi, puisqu'il a aussi parlé de la Palestine apparemment, des Palestiniens notamment. On y reviendra à 8h30. Merci beaucoup Michel Zerbi. On se retrouve dans quelques minutes sur Radio J.